Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous dans cette vidéo qui porte sur la politique financière. Avant tout, il est important de savoir que cette notion a été préparée par une équipe très dynamique à sa tête, le professeur Mohamed Traouri, le professeur Baber Haïdara, ainsi que le docteur Khalifa Touri. Et nous allons rentrer maintenant dans notre deuxième chapitre qui porte sur la notion de financement. Il est important de se poser la question, qu'est-ce que c'est que le financement? Le financement, par définition, c'est l'application des ressources aux emplois. Le financement, par définition aussi, permet d'établir une relation entre les agents à capacité de financement qui ont un excédent de ressources et les agents à besoin de financement pour le financement de leurs projets d'investissement. Il est important de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la politique financière? La politique financière, par définition, c'est l'ensemble des décisions qui permettent à l'entreprise d'impacter le niveau de la structure des actifs, mais aussi le niveau de la structure du financement. Et à partir de cette définition, nous pouvons dire que la politique financière tourne autour de la décision d'arbitrage et de la décision d'affectation. Il s'agit de l'arbitrage entre les diverses activités de l'entreprise pour assurer le financement du cycle d'exploitation de l'entreprise, l'arbitrage entre ce qu'on appelle les diverses sources de financement pour savoir réellement quand est-ce qu'il faut financer les activités de l'entreprise à partir des fonds propres, quand est-ce qu'il faut assurer le financement de l'entreprise à partir des emprunts bancaires que nous appelons en mathématiques financières l'emprunt indivise, et quand est-ce qu'il faut financer les activités de l'entreprise à partir des emprunts obligataires sur le marché financier qu'on appelle en mathématiques financières l'emprunt divise, et quand est-ce qu'il faut financer l'activité de l'entreprise à partir de crédit bail. Et lorsque vous arrivez à réfléchir de façon très mûre et de façon très élargie, vous vous retrouvez avec une décision financière pertinente qui permettra à l'entreprise de sortir de l'ornière et de respecter l'orthodoxie financière. Pourquoi on parle de la décision d'affectation? C'est la dernière décision qui est l'arbitrage dans l'affectation des ressources aux emplois. Ces points s'intéressent au financement des activités d'investissement de l'entreprise pour assurer une forte rentabilité au sein de la société. Et lorsque vous avez une idée sur tout ça, ça vous permettra d'instaurer ce qu'on appelle une grande vision dans la stratégie financière. Il est important de connaître les modes de financement. Ici, on s'intéresse précisément au mode de financement externe, interne plutôt. C'est pour cela qu'on dit, pour mettre en œuvre les projets d'investissement, les responsables financiers peuvent recourir à différentes sources de financement. Celles-ci peuvent être internes ou externes. Il s'agit du financement de l'entreprise à partir du pouvoir de l'entreprise et du financement de l'entreprise à partir des partenaires extérieurs. Mais au cours du chemin, vous allez comprendre les différentes formes de financement interne, et dans les fonds propres, nous avons également les fonds propres, le financement par fonds propres internes et le financement par fonds propres externes. Il est important. Les premières sont dégagées par l'activité de l'entreprise ou proviennent des cessions d'immobilisation interne. C'est généré par l'activité de l'entreprise. Et là, on s'intéresse à l'autofinancement, mais aussi on s'intéresse à la cession d'immobilisation. Les secondes sont fournies par les prêteurs ou les actionnaires. Il est important. Là, on parle d'emprunt bancaire.
emprunt obligataire ou le financement par crédit bail. Il est important de savoir le financement par fonds propres. Nous avons le fonds propre d'origine interne. Les fonds propres d'origine interne sont constitués principalement de l'autofinancement et des cessions d'éléments de l'actif immobilisé. L'autofinancement, vous avez vu la capacité d'autofinancement. Et pour déterminer l'autofinancement, vous allez voir après la formule, après cette partie, il faut déduire le dividende de la capacité d'autofinancement pour trouver l'autofinancement, c'est-à-dire la force ou la capacité de l'entreprise à financer ses propres activités ou par la cession d'éléments d'actifs immobilisés. Souvent, dans l'entreprise, on peut utiliser une immobilisation et que l'immobilisation arrive à terme d'utilisation prévue, délai prévu pour l'exploitation, on peut se débarrasser de l'immobilisation. Lorsqu'on se débarrassera de cette immobilisation, la liquidité qui sera à la disposition de l'entreprise est un fonds propre interne. Il est important, quand vous prenez l'autofinancement, l'autofinancement représente la richesse créée par l'activité de l'entreprise. Et quand vous prenez la formule, l'autofinancement, c'est la capacité d'autofinancement moins ce qu'on appelle le dividende distribué. Le dividende, c'est la rémunération des apporteurs de capitaux. Après avoir retranché ça, ça vous permettra d'avoir l'autofinancement. Et vous avez l'autofinancement renforce l'indépendance financière de l'entreprise. Une entreprise qui n'arrive pas à assurer l'autofinancement de ses activités est une entreprise qui est appelée à être écrasée. Il est important d'avoir ce qu'on appelle l'indépendance financière au sein de l'entreprise. C'est pour cela, cette notion de la politique financière va vous permettre de mieux appréhender quelles décisions d'arbitrage ou d'affectation faudra-t-il mettre en place pour que l'entreprise puisse vraiment rentabiliser ses investissements en question. Il est important. À ce niveau, nous avons la cession d'éléments de l'actif immobilisé qui a été déjà expliqué. Il peut s'agir de la cession d'immobilisation incorporelle, corporelle ou financière. On peut essayer de vendre des immobilisations incorporelles telles que le logiciel. On peut essayer de vendre ce qu'on appelle un bâtiment qui est considéré comme immobilisation corporelle, ou on peut décider de vendre des actions. Ça, ce sont des immobilisations financières. Il est important de savoir que l'autofinancement et la cession des actifs sont considérés comme les fonds propres internes. Maintenant, toujours avec ce même financement par fonds propres, il y a l'augmentation du capital. On parle de la typologie de l'augmentation du capital. Il y a diverses formes d'augmentation du capital de fonds propres, le financement par fonds propres à partir des ressources externes de fonds propres. Et là, on parle d'augmentation du capital. L'augmentation du capital signifie quoi? Il s'agit de faire recours aux bailleurs qui ont créé l'entreprise, qui ont leur droit de propriété dans l'entreprise, de financer encore l'activité de l'entreprise à travers l'augmentation de ce qu'on appelle le capital. Il est important, c'est à son niveau. Les fonds propres d'origine interne sont constitués principalement de l'autofinancement et de la cession des immobilisations. Et ici, vous voyez, quand vous prenez l'augmentation par apport en nature ou en numéraire, vous allez voir que seules ces deux augmentations de capital permettent de financer de nouveaux investissements. Pour quelles raisons? Lorsque vous procédez à l'augmentation du capital, vous allez injecter de nouvelles liquidités dans la vie de l'entreprise. Vous allez voir que ce même niveau, augmentation du capital, peut être en nature comme en numéraire. Quand on parle de l'apport en nature, là, il s'agit de l'apport des nouvelles immobilisations.
Et là, il y aura un changement dans la structure de l'emploi. C'est pour cela qu'on vous dit la décision financière tourne autour de deux décisions. Il y a la décision d'affectation et la décision d'arbitrage. Vous voyez, on a encore par numéreur, en numéreur, il s'agit de l'apport de liquidités pour le financement de l'entreprise en question. Et ici, nous avons ce qu'on appelle par incorporation des réserves. Incorporation des réserves. Il s'agit là de prendre une partie de ce qu'on appelle les réserves et on injecte dans le capital. Et les réserves appartiennent aux associés. Oui, évidemment, c'est pour garantir la vie de l'entreprise en question. Sans doute, il faut comprendre que ces réserves sont là pour garantir et solidifier la structure financière de l'entreprise en question. Elles peuvent être incorporées au capital social. Il est important. Nous avons ce qu'on appelle par conversion des créances en capital. Il se peut, vous faites des levées de fonds avec d'autres partenaires. Au moment du paiement, vous décidez en quelque sorte de convertir ces dettes ou ces créances que vos bailleurs détenaient sur vous. Vous allez transformer ça en capital. Ça aussi, c'est une augmentation du capital. C'est une manière pour augmenter le capital. Là, la conversion permet d'éteindre une dette de l'entité envers son créancier. Il y aura, c'est-à-dire un anéantissement total de ces dettes vis-à-vis de votre entreprise. Et là, l'opération de conversion permet un renforcement des capitaux propres sans apporter des ressources nouvelles. La structure financière de l'entreprise est modifiée en ce moment parce que le niveau des dettes financières, il s'agit des dettes à long terme, change complètement. Et là, nous allons voir les conditions d'augmentation du capital en numéreur. Nous avons ce qu'on appelle le prix d'émission. Le prix d'émission, c'est la différence. Le prix d'émission est choisi entre ce qu'on appelle la valeur nominale et la valeur réelle de l'action. À la création de l'entreprise, vous trouverez que le prix de chaque action est de 10 000. Du moment où vous créez des résultats chaque année, vous constatez des réserves, ça peut quitter de 10 000 à 15 000. Donc, le prix d'émission de votre action doit être dans l'intervalle 10 000 et 15 000. Prime d'émission, c'est égal à prix d'émission moins ce qu'on appelle la valeur nominale. C'est ça la prime d'émission. Il est important. Et là, nous avons ce qu'on appelle droit préférentiel de souscription. Quand vous prenez le droit préférentiel de souscription, on vous dit c'est un droit vénal qui permet de compenser la perte de la valeur des titres induite par l'augmentation. Il est important parce que je viens de dire que le prix d'émission se trouve dans l'intervalle valeur nominale et ce qu'on appelle la valeur réelle. Et il est important, c'est entre 10 000 et 15 000. Et quand vous vendez à 12 500, c'est comme si la valeur normale de l'action à cette date a chuté de 2 500. C'est 2 500. Voilà, il faut chercher à compenser cette perte en question. Et là, droit préférentiel de souscription, c'est égal à ce qu'on appelle la valeur de l'action avant l'augmentation moins la valeur de l'action après l'augmentation du capital. La valeur de l'action avant l'augmentation moins la valeur de l'action après l'augmentation du capital. Et là, nous avons ce qu'on appelle la parité. La parité correspond au rapport du nombre d'actions nouvelles sur le nombre d'actions anciennes. Il s'agit de diviser l'ancienne, les nouvelles actions par les anciennes actions. Et là, nous avons la valeur théorique des actions après augmentation du capital. Et là, c'est égal à ce qu'on appelle la valeur théorique des actions après l'augmentation du capital. C'est égal au cours, ce qu'on appelle au cours avant augmentation multiplié par le nombre d'actions.
plus la nouvelle action multipliée ce qu'on appelle par le prix d'émission sur la quantité ancienne plus la quantité nouvelle. Vous voyez, C, c'est le cours avant l'augmentation. N, c'est le nombre avant l'augmentation, d'actions avant l'augmentation. Et E, c'est le prix d'émission. Et N, c'est le nombre d'actions qui ont été émises. Il est important. Et là, le point suivant, ça c'est les subventions d'investissement. Ça c'est externe aussi. Ce sont des types de subventions que l'État accorde aux entreprises dans le cadre de les encourager à faire des investissements. Et ici, on vous dit les subventions d'investissement sont des financements attribués par l'État ou les collectivités pour financer des acquisitions d'immobilisation et des actifs à long terme. Mesdames et messieurs, mes chers étudiants, c'est sur ces quelques mots que prendra fin mon intervention portant sur le mode de financement, précisément le cas des fonds propres. Fonds propres internes et fonds propres externes. Commentez, likez, partagez et appuyez sur la cloche de notification. À plus. Bye bye.